Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup de nous rejoindre. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner sur Substack et Patreon. Vous y trouverez davantage de contenu et j'ai plusieurs projets vraiment passionnants qui seront lancés plus tard ce mois-ci. J'espère sincèrement vous y retrouver. Alors qu'une grande partie de l'Europe retenait son souffle avant le discours de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos, quelque chose de bien révélateur s'y était déjà produit. Cela vient de Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète. Larry Fink a admis ouvertement que le système capitaliste que Davos représente traverse une crise de légitimité. Bien sûr, beaucoup d'entre nous le savaient déjà. Ce n'était pas vraiment une surprise, mais c'était tout de même assez choquant, je dirais, d'entendre cela de la part de BlackRock. Vous pouvez trouver son discours complet sur mon Telegram et sur mon compte X. Je ne l'inclurai pas ici dans cette vidéo, et même si ses propos sont choquants, je tiens à dire, ne nous laissons pas berner. Admettre l'évidence fait partie du jeu. Beaucoup des personnes les plus touchées par ce dont nous parlons ici ne viendront jamais à cette conférence. C'est la tension centrale de ce forum. Davos est un rassemblement d'élites qui tente de façonner un monde appartenant à tous. C'est pourquoi le thème de cette année est l'esprit du dialogue. Car le dialogue est la seule manière pour une salle comme celle-ci de gagner la légitimité nécessaire pour élaborer des idées au nom de ceux qui ne sont pas présents. Ce mot unique, légitimité, compte en réalité plus que n'importe quelle prévision de marché ou promesse politique. Fink ne parlait évidemment pas d'un ralentissement temporaire ou d'un fléchissement cyclique. Il évoquait un problème plus profond. Les gens ne croient plus à l'histoire qui a justifié le capitalisme moderne pendant des décennies. Et selon Fink lui-même, le test de résistance décisif pour ce système sera l'intelligence artificielle. C'est là que les choses deviennent intéressantes. D'après Fink, s'il y a fait aux emplois de bureau ce que la mondialisation a fait autrefois au travail ouvrier, la société sera contrainte d'en affronter directement les conséquences. Ce n'était pas présenté comme un risque hypothétique dans un avenir lointain, mais bien comme une réalité imminente. Fink est allé encore plus loin, affirmant que Davos devait cesser de faire la leçon au monde et commencer à écouter les voix qu'il a historiquement ignorées. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est un appât pour vous inciter à leur faire confiance à nouveau. Puis, bien sûr, est venu l'aveu le plus révélateur de tous. Depuis la chute du mur de Berlin, a-t-il dit, plus de richesse a été créée que durant toute l'histoire humaine précédente. Et la majeure partie est allée aux personnes qui assistent à Davos. De toute évidence, ce n'était pas une confession née de la culpabilité. C'était une reconnaissance stratégique d'un problème qu'on ne peut plus ignorer. Larry Fink n'a pas soudainement découvert l'empathie. Non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu de réveil moral, soyons clairs, et il n'est pas devenu tout à coup un défenseur de la justice sociale. Son discours ne portait pas sur l'équité. Il s'agissait de survie, plus précisément, de la survie d'une élite managériale et financière mondiale dont l'autorité n'est plus acceptée comme une évidence. Ce que Fink a exprimé ici, très prudemment d'ailleurs, c'est quelque chose qui se comprend depuis des années, voire des décennies, à huis clos. L'ancien modèle du capitalisme a cessé de produire le consentement public. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Maintenant que le fameux 1% sait que le public ne lui fait plus confiance, les règles du jeu doivent changer, et elles changent déjà. Pendant des décennies, les élites ont défendu le système à coups de chiffres macroéconomiques comme la croissance du PIB, la capitalisation boursière et les indices boursiers. Mais le message était très simple. L'économie croît, donc tout le monde finira par en bénéficier. Eh bien, cet argument ne tient plus. Il a été prouvé faux.
La croissance existe toujours, bien sûr, mais ses bénéfices sont de plus en plus concentrés. On travaille très dur toute sa vie et on peine à joindre les deux bouts. Pour une grande partie de la société, la réussite économique est devenue quelque chose dont on lit ou dont on entend parler, mais qu'on ne vit pas vraiment. Et Fink, peut-être plus clairement que n'importe quel habitué de Davos avant lui, a reconnu que les statistiques macroéconomiques avaient perdu leur pouvoir de persuasion. Elles ne suscitent plus la confiance. Les gens ne leur font tout simplement plus confiance. C'est pourquoi les élites cherchent désormais un nouveau langage. Non pas celui des indices et des bilans, que personne ne comprend vraiment ni ne trouve intéressant, mais celui du bien-être tangible, la stabilité, la prévisibilité, le sentiment que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui. Ce sont là besoins émotionnels et psychologiques. Nous en avons tous. En même temps, Fink a été remarquablement explicite sur l'origine de la prochaine vague d'inégalités, et je trouve cela vraiment fascinant. Dans l'économie pilotée par l'IA, les principaux gagnants ne seront ni les travailleurs ni les consommateurs, mais les propriétaires des modèles, les propriétaires des données et les propriétaires des infrastructures informatiques. Si l'ancienne ère de la mondialisation consistait à délocaliser les usines, à déplacer les infrastructures et à tirer profit d'une main-d'œuvre bon marché, la nouvelle ère consiste à extraire des rentes de la computation elle-même et du contrôle des points d'étranglement numériques qui rendent l'IA possible. Cela importe, car l'IA, par sa nature même, est encore plus sujette à la monopolisation que le capitalisme industriel. L'échelle compte davantage. Les données accumulent les avantages plus rapidement. L'infrastructure devient plus difficile à reproduire. Une fois la domination établie ici, il devient extrêmement difficile de la remettre en cause, peut-être même impossible. Et ne nous leurrons pas, Fink ne met pas en garde contre cela parce qu'il souhaite le démanteler. Il le fait parce qu'une inégalité non maîtrisée menace la légitimité de tout le système. Quand quelqu'un au sommet commence à parler de cette manière, c'est le signe que le mécontentement n'est plus considéré comme un simple bruit passager. Il est reconnu comme une caractéristique permanente du nouveau paysage, quelque chose à gérer, non à éliminer. C'est donc la tentative de Larry Fink, sa première manœuvre pour le gérer, peut-être de façon préventive. Voilà le changement essentiel. Le capitalisme mondial ne se prépare pas à se réformer par souci moral, mais à s'adapter par instinct de survie. Et pourtant, même cette adaptation pourrait ne pas suffire. En d'autres termes, l'avenir même, fondé sur l'intelligence artificielle, que Fink considère comme la prochaine phase du capitalisme, pourrait ne pas se développer sous contrôle occidental. Et c'est là que, selon moi, nous devons tous commencer à prêter attention. Avec les avancées technologiques de la Chine et la montée du Sud global, la situation pourrait s'inverser. Le discours de Larry Fink n'était pas un avertissement adressé aux travailleurs, bien sûr. C'était un avertissement destiné aux élites. L'époque où l'on défendait le capitalisme à coups de graphiques et de chiffres agrégés, cette époque est révolue, dit-il. Les élites savent que plus personne ne les prend au sérieux. La révolution de l'intelligence artificielle n'est pas seulement un tournant technologique, c'est un test de légitimité. Et son issue déterminera non seulement qui contrôlera l'économie future, mais aussi à qui la société acceptera de faire confiance pour diriger cette économie. D'après ce que je comprends des propos de Larry Fink, son message est le suivant. La véritable question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle va transformer le monde. C'est déjà en train de se produire, et nous le comprenons tous. La vraie question désormais est de savoir qui façonnera cette transformation et qui sera contraint d'en subir les conséquences. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. C'est une vidéo un peu différente de mon contenu habituel,
Alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Merci de soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur Patreon, Substack ou YouTube. Merci infiniment et j'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo demain. À bientôt. In my new video tomorrow. Bye for now.